Ouvrez votre portefeuille. Permis de conduire, carte de crédit, passeport. Si vous les perdez, prouver votre existence devient un cauchemar administratif. Mais pendant 99% de l'histoire de l'humanité, notre identité ne tenait pas sur un morceau de plastique. Elle résidait exclusivement dans la mémoire de nos voisins. En l'an 1400, il suffisait de s'installer 3 villages plus loin pour devenir une toute autre personne. Un noble, un marchand, un veuf, personne pour vérifier. Mais cette liberté avait un revers terrifiant. Si un inconnu débarquait dans votre village, connaissait le nom de votre chien et prétendait être vous, comment prouver son imposture? Aujourd'hui, une carte en plastique suffit à prouver notre existence. Mais autrefois, cette existence reposait sur un consensus. On ne possédait pas une identité. Elle relevait de la représentation, sans cesse validée par le regard des autres. Tant qu'on passait sa vie dans le même village, le système fonctionnait à merveille. Tout le monde vous connaissait. Mais à l'instant où l'on prenait la route, on devenait un fantôme. Dans l'Europe médiévale, arriver dans une nouvelle ville sans personne pour se porter garant de vous n'était pas perçu comme une aventure. C'était une menace. Sans document d'identité, un individu sans témoin était un individu sans foi ni loi. Si vous n'aviez pas d'attache locale, les autorités présumaient que vous fuyiez un crime, une dette ou un maître. Les lois contre le vagabondage étaient d'une sévérité implacable. Le simple fait d'être un étranger au mauvais endroit pouvait vous valoir le fouet, la prison ou d'être chassé dans la forêt. Pour voyager sans encombre, l'élite se munissait de lettres d'introduction bardées de sceaux de cire. Mais qu'en était-il d'un simple roturier qui ne savait ni lire ni écrire? Comment prouver qu'on avait conclu un marché, payé une dette ou pris épouse? On utilisait des mots de passe physiques. Le plus ingénieux était le chirographe. Lorsque 2 personnes concluaient un contrat, un scribe recopiait l'accord à l'identique 2 fois sur une seule peau d'animal. Puis, à l'aide d'un couteau, il coupait le parchemin en 2 en suivant une ligne brisée et irrégulière. L'un gardait la partie supérieure, l'autre la partie inférieure. Des années plus tard, en cas de litige, nul besoin de vérifier une signature. Il suffisait de rapprocher les 2 morceaux de peau. Si les découpes irrégulières s'emboîtaient à la perfection, comme un puzzle, l'identité et le bien fondé de la réclamation étaient prouvés. Un système de cryptage matériel inviolable. Parfois, on allait encore plus loin. Pour prouver qu'on était bien le signataire d'un document, on ne se contentait pas d'y apposer sa bague dans la cire chaude. On mordait la cire, y laissant l'empreinte permanente de ses dents mal alignées. L'empreinte dentaire tenait lieu de signature. Mais que se passait-il quand le litige ne portait plus sur un morceau de papier, mais sur un être humain? Que se passait-il quand 2 hommes prétendaient être une seule et même personne? En 1556, un paysan français du nom de Martin Guerre abandonna sa femme et disparut. 8 ans plus tard, un homme arriva au village en prétendant être Martin. Il connaissait les noms des villageois, les secrets intimes de l'épouse de Martin, et savait même où de vieux outils étaient cachés dans la grange. L'épouse de Martin l'accepta. Le village l'accepta. Pendant 3 ans, l'homme vécut sous l'identité de Martin, eut un enfant avec l'épouse de Martin et réclama son héritage. Mais une dispute d'argent finit par éveiller les soupçons et un procès s'ensuivit. Le tribunal fut plongé dans un chaos total. Des centaines de témoins furent appelés à la barre. La moitié jurait que l'homme était bien Martin. L'autre, qu'il était un imposteur du nom d'Arnaud. Les juges n'avaient aucune base de données à consulter, aucune empreinte digitale, aucune photographie. Dans un monde sans papier d'identité, les tribunaux se fiaient au seul registre permanent disponible, le corps. Le corps d'un paysan était la carte de sa vie. Les juges cherchèrent sur l'imposteur une cicatrice particulière au front. Ils examinèrent ses mains. Un forgeron n'a pas les mêmes brûlures qu'un tisserand. Un homme qui a passé sa vie derrière une charrue ne marche pas comme un soldat. L'imposteur faillit l'emporter. Il était d'une crédibilité sans faille. Mais au tout dernier moment du procès, un homme à la jambe de bois pénétra dans le tribunal. C'était le vrai Martin Guerre. L'imposteur fut exécuté. L'affaire terrifia les autorités. Elle prouvait que la mémoire collective était fragile et qu'un menteur charismatique pouvait facilement la pirater. Face à une identité si fluide, l'État commença à imposer une identité permanente à ceux qui enfreignaient la loi. Faute de pouvoir délivrer une carte d'identité en plastique, on utilisait un fer rouge. Le marquage au fer rouge était l'antipièce d'identité par excellence. En Angleterre, un fugitif pouvait être marqué au visage ou à l'épaule d'un V pour vagabond ou d'un M pour malfaiteur. Cette marque au fer était une identité subie. Elle garantissait que, quelle que soit la distance parcourue ou le nom inventé, votre peau vous trahirait devant le premier garde venu. Mais pour le commun des mortels, la fragilité de la mémoire demeurait un problème constant. Si une crue emportait une borne, ou si un propriétaire mourait,
Comment prouver les limites de votre terrain? Comment s'assurer qu'une communauté se souvienne d'une ligne invisible pendant 50 ans? On déléguait la mémoire à la douleur. Partout en Europe, des communautés pratiquaient un rituel appelé Beating the Bounds, que l'on pourrait traduire par battre les limites. Une fois par an, les anciens du village parcouraient les frontières invisibles de leur paroisse, emmenant avec eux les jeunes garçons. Lorsqu'ils atteignaient un repère clé, un chêne ou un rocher particulier, ils jetaient les garçons dans les ronces, leur cognaient la tête contre l'arbre, ou leur donnaient quelques coups de fouet. Aujourd'hui, cela peut paraître insensé. Mais la logique de survie était imparable. 50 ans plus tard, devenus de vieux hommes, ces garçons n'auraient aucun souvenir d'une simple promenade. En revanche, ils se rappelleraient très précisément de l'arbre où on les avait jetés dans un buisson d'épines. Faute d'archives papier, le traumatisme était le disque dur le plus fiable qui soit. Avec le recul, ce monde nous semble chaotique. Un monde où l'on pouvait changer de nom simplement en traversant une forêt. Un monde où notre existence dépendait entièrement de la bienveillance de nos voisins, de leur volonté à se porter garant pour nous. Aujourd'hui, le problème de Martin Guerre est résolu. Nous avons un acte de naissance, un numéro de sécurité sociale, une empreinte numérique, un scanner biométrique sur notre téléphone. Notre identité est scellée dans un coffre-fort de données, parfaitement à l'abri des imposteurs. Mais cette sécurité a un prix. Autrefois, si votre vie s'effondrait, vous pouviez tout quitter, franchir une frontière et devenir quelqu'un d'autre. La mémoire collective du village finissait par vous effacer. Aujourd'hui, la base de données, elle, n'oublie jamais. Nous sommes parfaitement, inéluctablement fichés. Et nous ne pourrons plus jamais vraiment disparaître.